La France, pays des libertés, dit-on, se trouve en réalité aujourd'hui dans une phase de contention, de contrainte que nous n'avons, je crois, jamais connue. La seule chose dont on soit certain à propos du confinement, c'est qu'il fabrique de la pauvreté. C'est la seule chose qu'on sait. Il y a un agenda, très clairement, qui est déployé par ceux qui veulent absolument instaurer une gouvernance mondiale. Ce sont des gens qui n'aiment pas les libertés, et je pense que le passeport sanitaire est un instrument supplémentaire pour asseoir l'asservissement que nous subissons petit à petit en ce moment. On voit bien que tous ces gens-là profitent de la crise sanitaire pour faire avancer leur conception du monde, qui passe par une forme d'asservissement des peuples, très clairement. Bonjour, Monsieur Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Et bienvenue à nouveau dans l'émission Esprit français. Oui. Est-ce que vous pouvez encore vous présenter une fois? Je suis Jean-Frédéric Poisson, je suis président du parti politique VIA La Voix du Peuple et je suis ancien député à l'Assemblée nationale française et je serai candidat à l'élection présidentielle de 2022 en France. Ok. Et aujourd'hui, notre sujet est la Covid, le grand État et nos libertés. Et avant de commencer le sujet de la Covid, j'aimerais apporter un sujet d'actualité. Hier, le 1er mars, Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison pour corruption. Quel est votre commentaire? Je suis très étonné de cette procédure, aussi de cette condamnation, parce que j'ai bien compris qu'elle repose sur des écoutes qui ont été organisées pour espionner les relations entre un avocat et son client, c'est-à-dire entre Maître Thierry Herzog et Nicolas Sarkozy, qui était le client de Maître Herzog. Je suis très dérouté par ce genre de surveillance parce que il me semble qu'en France et dans les grands pays démocratiques, les relations entre un avocat et son client demeurent secrètes, elles relèvent d'échanges privés, elles relèvent de la protection des droits de la défense, qui sont presque sacrés dans le droit français. Et je suis très étonné qu'on ait pu, sur la base d'écoute dont je m'interroge sur le caractère légal, engager une procédure et qui plus est condamner une personne au nom des propos qu'elle a tenus dans ce contexte. Donc ma première réaction est une réaction de surprise. Deuxièmement, je suis frappé par la sévérité de la condamnation. Et troisièmement, cette condamnation ne fait qu'accroître les doutes que j'ai à titre personnel sur le parquet national financier, sur son rôle, sur la véritable portée de son action. Et je crains beaucoup que ne se généralise en France une justice à caractère politique au fond, ce qui est exactement contraire à l'esprit de la démocratie qui est le nôtre et l'esprit de la démocratie en général. Voilà ce que je peux dire sur cette condamnation qui, par ailleurs, supprime de manière définitive les quelques velléités que pouvaient éventuellement avoir les amis de M. Sarkozy de le voir se représenter à l'élection présidentielle de 2022. Enfin, je veux dire, tout ça se fait dans un contexte politique aussi tout à fait précis. Et à un an de la présidentielle, certains y voient une espèce de répétition de l'affaire Fillon avec le même parquet national financier il y a 4 ans. Je ne peux plutôt aller dans ce sens. D'accord, ok. Et donc maintenant, c'est bon, on va commencer notre sujet du jour, c'est la Covid. Et oui. Vous avez marqué en rouge, en grand, liberté en danger, comme titre sur votre affiche communiquée. Et pouvez-nous expliquer plus? Depuis 4 ans qu'Emmanuel Macron et la majorité de la République En Marche sont arrivés au pouvoir, et plus particulièrement depuis 1 an, le début de la crise sanitaire, nous vivons dans une situation qui voit chaque jour nos libertés fondamentales soit suspendues, soit réduites, soit contestées. Ainsi, par exemple, évidemment, notre liberté de circulation est entamée par le couvre-feu, comme elle l'a été par le confinement l'année dernière. Notre liberté de travailler est empêchée par le fait que beaucoup de commerces et d'entreprises aujourd'hui sont fermés. La liberté qu'ont ceux qui ont investi de profiter des fruits de leur travail se trouve de la même manière entamée par ces différentes fermetures.
La liberté d'expression est entamée puisque nous ne pouvons pas tenir de réunion publique. Nous ne pouvons pas faire campagne électorale alors que les élections régionales sont annoncées pour le mois de juin prochain et départementales aussi. Il y a des censures qui sont faites sur la liberté d'expression par les grands réseaux sociaux, mais assez accompagnés en cela par le gouvernement et la majorité parlementaire qui ont voté des textes également dans ce sens. La liberté d'éducation est menacée par les textes sur le séparatisme qui veulent interdire l'éducation en famille. Et vous en ajoutez comme ça un certain nombre. Et l'addition de toutes ces libertés qui sont suspendues ou entamées nous place dans une réelle situation d'oppression. En tout cas, c'est ce que je prétends. Nous n'avons jamais subi, en dehors des périodes de guerre, et même pendant certaines périodes de guerre, nous n'avons jamais subi de telles restrictions de nos libertés pour des motifs sanitaires qu'aujourd'hui rien ne justifie. Donc, effectivement, nous sommes en danger, nos libertés fondamentales sont menacées, et c'est la raison pour laquelle, de manière régulière, avec le parti Via la Voix du Peuple que je préside, nous intervenons devant les instances judiciaires pour faire rétablir ce que nous estimons être nos libertés fondamentales. Je n'ai pas mentionné la liberté de culte également, qui a été très attaquée dans le courant de l'année dernière, qui menace de l'être encore aujourd'hui. Donc vous voyez que tout cela produit un climat dans lequel finalement la France, pays des libertés, dit-on, se trouve en réalité aujourd'hui dans une phase de contention, de contrainte que nous n'avons, je crois, jamais connue. Okay. Et d'après vous, pourquoi quasiment le monde entier a suivi le modèle de la Chine communiste, comme confinement, comme la vaccination? Ça, j'ai du mal à l'expliquer. Je pense qu'il y a une forme de conformisme de toute façon générale, ça c'est certain. Je crois malgré tout que, comment dire, il y a un agenda très clairement qui est déployé par ceux qui veulent absolument instaurer une gouvernance mondiale. Ce sont des choses que les responsables du forum de Davos ont écrites, ce sont des choses que la fondation Rockefeller a écrites, ce sont des choses qui sont portées par l'Open Society de M. Soros. On voit bien que tous ces gens-là profitent de la crise sanitaire pour faire avancer leur conception du monde, qui passe par une forme d'asservissement des peuples, très clairement. Le problème, c'est que, comment dire, les connexions qui existent entre les gouvernants et qui rendent possible cette manière générale de procéder, ces connexions elles existent, elles sont à la fois publiques et en même temps un peu cachées. On nous les camoufle sous des raisons ou des impératifs d'ordre sanitaire en expliquant que c'est pour notre bien, qu'en réalité, comment dire, on subit toutes ces contraintes, c'est pour préserver notre santé. En réalité, on se rend compte que ça ne préserve rien, nulle part. Et on évite de redonner à l'ensemble des acteurs de nos sociétés un certain nombre d'initiatives ou de marges de manœuvre, en quelque sorte, pour agir et pour traiter cette épidémie comme il le faudrait. À la liste des libertés que j'ai mentionnées tout à l'heure, doit s'ajouter la liberté de prescrire, qui est une garantie absolue pour les médecins dans l'exercice de leur mission, et qui est aujourd'hui empêchée parce que les médecins ne peuvent pas, à titre privé, dans leur cabinet, prescrire les traitements qui pourtant fonctionnent et permettent de guérir de manière précoce la Covid lorsque les patients la contractent. Donc, il me semble qu'il y a une forme d'intérêt commun, oui, entre ceux qui veulent instaurer cette gouvernance mondiale et la collusion entre un certain nombre de démocraties occidentales. Aujourd'hui, les démocrates américains qui sont au pouvoir, bien plus que le régime précédent aux États-Unis, cette collusion, cette coopération entre les démocrates américains et la Chine impose petit à petit un modèle universel qui va contre nos libertés. Voilà ce que je pense pouvoir dire sur cette question. En fait, aux États-Unis, il y a un seul État qui n'a pas appliqué le confinement. Il n'a pas obligé le masque obligatoire. Tous les établissements sont ouverts, restent ouverts. Pourtant, le taux d'infection est le plus bas. C'est parmi les plus bas aux États-Unis. Et quelle est votre analyse? Écoutez, on sait de toute façon que
le confinement, l'OMS nous avait prévenu, le secrétaire général des Nations Unies l'a redit il y a quelques jours. La seule chose dont on soit certain à propos du confinement, c'est qu'il fabrique de la pauvreté. C'est la seule chose qu'on sait. Tout le reste est sujet à caution, soumis à débat, et personne n'a prouvé jusqu'ici que ni le port du masque, ni le confinement n'avaient quelque efficacité que ce soit en matière de contention de l'épidémie. Les preuves ne sont pas faites. Je ne parle même pas des incertitudes qui pèsent sur les différents vaccins, puisque à l'heure où nous parlons, ce mardi matin 2 mars 2021, aucun des vaccins qui circulent n'est précis sur sa capacité à contenir la contamination, sur la durée de protection qu'il offre à ceux qui sont vaccinés, sur sa capacité d'enrayer l'épidémie. Tout cela est dans une espèce de déni scientifique. Enfin, c'est une espèce d'injure à la rationalité scientifique et médicale à laquelle nous sommes confrontés tous les jours et que nous sommes censés gober et croire. Mais tout ça n'a pas de sens. Et on voit bien qu'effectivement, lorsque dans un certain nombre de pays, on déploie des stratégies alternatives, comme dans certains pays d'Asie, dans certains pays d'Afrique, dans certains pays d'Europe du Nord ou de l'Est, bien, ces pays ont des résultats sanitaires qui sont parfaitement comparables aux nôtres, sinon assez largement meilleurs. Donc, c'est un devoir pour nous de contester les politiques sanitaires qui sont mises en place et de considérer que ces politiques sanitaires n'étaient pas les seules possibles, que deuxièmement, ça n'est pas parce que une majorité de pays dans le monde entier les mettent en place que pour autant ce sont les seuls. Et troisièmement, quand on compare les résultats, on voit que ce ne sont certainement pas les meilleurs. Et qu'en pensez-vous le passeport de vaccination? Je suis opposé par principe à tout ce qui réduit les libertés individuelles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pourrais éventuellement regarder ça de manière un peu plus positive. Si jamais les vaccins étaient accessibles à tous, si jamais j'avais l'assurance qu'effectivement une forme d'égalité, alors l'égalité a ses limites, hein, tout le monde le sait, mais au moins que l'égalité soit préservée à minima dans son principe et plus général et de manière générale pour la population, et de faire en sorte que personne ne soit exclu de ce programme. Et troisièmement, si j'étais certain que les vaccins sont efficaces. Et encore une fois, si on nous demande d'avoir un passeport vaccinal ou un passeport sanitaire en étant capable de prouver que nous avons été vaccinés, mais d'un vaccin qui ne sert à rien, dites-moi à quoi ça sert. Ça ne sert absolument à rien. Donc, je vois qu'il y a là encore un instrument supplémentaire de domination sur les populations. Je pense qu'effectivement, ceux qui ont en tête cette gouvernance mondiale n'ont pas du tout intérêt à ce que les peuples demeurent libres et que les individus soient le plus libres possible. C'est l'inverse. Ce sont des gens qui n'aiment pas les libertés. Et je pense que le passeport sanitaire est un instrument supplémentaire pour asseoir l'asservissement que nous subissons petit à petit en ce moment. C'est la raison pour laquelle je m'y oppose férocement. Et encore une fois, je fais partie des dizaines de millions de Français qui ont été vaccinés quand ils étaient petits. J'ai voyagé à peu près sur les 5 continents, J'ai dû être vacciné contre les maladies tropicales, contre un certain nombre de maladies contagieuses avant d'aller dans tel ou tel endroit, ce que je trouvais parfaitement normal. Mais je ne sais pas du tout ce qu'il y avait dans les vaccins qui m'ont été inoculés, je ne sais toujours pas. Mais je savais qu'il y avait une garantie de protection offerte par ces vaccins. Je savais qu'il y avait suffisamment d'expérience médicale, scientifique, épidémiologique, sociologique pour être sûr que ces vaccins, effectivement, ne portaient pas d'effets particuliers ni de dangers particuliers et que leur protection était efficace. J'avais compris qu'ils étaient indispensables pour me protéger contre un certain nombre de maladies. Et donc, je les ai reçus et subis de manière aucune espèce d'hésitation. Nous ne sommes évidemment pas dans cette situation aujourd'hui avec les vaccins proposés sur la Covid. Et j'ajoute que si effectivement il est démontré que certains de ces vaccins utilisent des cellules issues de la culture de souches embryonnaires ou de la destruction d'embryons humains pour pouvoir les produire, alors là, ça pose en plus un problématique extrêmement grave, dont là encore, ceux qui sont vaccinés doivent être au courant. Et apparemment, l'Union européenne est pour le passeport sanitaire. Est-ce que vous pensez que c'est une violation des droits de l'homme quand même pour les personnes qui ne veulent pas être vaccinées? Mais c'est également une violation pour les personnes qui ne pourront pas être vaccinées. Parce qu'il y a en France en tout cas,
personne ne peut être obligé à se vacciner. Alors, si vous ne voulez pas que votre enfant soit vacciné contre les maladies infantiles, vous allez avoir du mal à l'inscrire dans une crèche où il y a un certain nombre d'endroits où effectivement les conséquences seront telles que votre vie va être plus compliquée. Mais la grandeur d'un pays libre, c'est justement de respecter aussi ses choix et de faire en sorte que, bien ma foi, à un moment, les familles ou les adultes assument les conséquences de leurs responsabilités. Et ça aussi, c'est une image de la liberté qui me convient. Je pense que ce n'est pas raisonnable de refuser les vaccins contre les maladies infantiles, mais chacun fait son choix. En tout cas, la Constitution française garantit que c'est une liberté qui ne peut être contournée ou contrainte de quelque manière que ce soit. Bien entendu que si jamais l'Union européenne imposait ce passeport sanitaire ou vaccinal, on l'appelle comme on veut, elle contreviendrait à des droits fondamentaux de l'être humain tels que les conventions internationales européennes les reconnaissent en tout cas. Deuxièmement, je ne sais pas comment seront traités les cas des personnes qui soit ne veulent pas être vaccinées, ce qu'on vient d'évoquer, mais celles qui, pour des raisons de santé, d'allergie, je ne sais pas, il peut y avoir 150 raisons pour lesquelles vous pourriez ne pas supporter un vaccin. Ben, ma foi, qu'est-ce qu'on en fera de celles-là? Alors elles seront punies pour pas de leur fait. Enfin, je ne comprends pas cette logique qui. Bon. Je crois que la priorité donnée au vaccin, je rejoins en cela un certain nombre de discours très critiques qui se sont fait jour ces derniers temps. Cette espèce de tout vaccin profite beaucoup aux grands laboratoires pharmaceutiques, profite beaucoup à ceux qui veulent vendre des traitements très chers et évacue les traitements qui sont moins chers, qui fonctionnent, qu'on pourrait donner en amont ou dès le début de la contamination des patients par le virus, qui eux sont déjà dans le domaine public, qui ne coûtent quasiment rien, mais dont le seul défaut est qu'ils n'enrichiraient pas les grandes sociétés pharmaceutiques qui ont besoin de faire des profits et d'imposer leur mode de fonctionnement au monde entier. Donc je vois que l'Europe, de manière d'ailleurs pas du tout surprenante, embraye le pas des grands intérêts capitalistiques à l'œuvre dans le monde occidental et dans le monde entier maintenant, et qu'une fois encore, ce n'est pas la première fois qu'elle le fait, et qu'une fois encore, ça se fera au détriment des peuples européens. Et d'après vous, pourquoi l'Union européenne a utilisé les mêmes politiques que le Parti communiste chinois? Est-ce que a-t-elle aussi, comment dire, infiltré comme... Ah, ça je ne sais pas. Vous savez, la bêtise ou l'aveuglement suffisent pour expliquer des décisions qui n'ont pas de sens. Ça n'est pas la première fois, encore une fois, que l'Union européenne renonce à défendre l'intérêt des peuples européens. Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire de l'Union, malheureusement pour nous. Pardon. Mais je pense que ce n'est pas parce que c'est la politique du Parti communiste chinois, je pense que c'est une forme de facilité à considérer que, comment dire, un esprit centralisateur, d'une certaine manière, une façon extrêmement concentrée ou centralisée de concevoir l'action politique, évidemment, est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, à concevoir. C'est un exercice théorique qui n'est pas très compliqué, que le fait de faire confiance localement à tous ceux qui peuvent aider à régler les problèmes qu'on rencontre. En France, typiquement, nous avons un tissu associatif qui est un des plus riches du monde, puisqu'il y a nous sommes 70 millions d'habitants, il y a plus de 2 millions d'associations. C'est pour vous dire si ça en fait quand même quelques-unes. Beaucoup d'entre elles agissent tous les jours pour venir au service des gens qui sont autour d'elles. Et certaines d'entre elles, je pense aux collectionneurs de timbres, aux joueurs de boules, aux pêcheurs à la ligne, si on leur demande demain matin de venir en aide à leurs voisins parce qu'on a besoin d'eux dans un grand projet de solidarité nationale pour contrecarrer l'épidémie, je suis persuadé que beaucoup d'entre eux accepteront de le faire. Pas parce qu'ils sont pêcheurs à la ligne ou parce qu'ils sont joueurs de boules, parce que tout simplement, ils sont engagés dans des groupes qui peuvent avoir aussi une forme d'action sociale et qui trouveraient, je trouve, à se déployer. Je ne parle même pas des très grosses associations dont c'est le métier, l'Armée du Salut, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, tous les mouvements d'église, qu'ils soient catholiques, protestants ou orthodoxes, les mouvements de solidarité musulmans ou juifs, enfin des choses tout ça existe en France. Et tous les jours, il y a des actions qui sont conduites. On les a complètement écartées du règlement de cette épidémie. Il y a 550 000 élus locaux dans notre pays, dans les 36 000 communes de France. Ça fait du monde quand même pour donner un coup de main pour aider à traiter la crise. Mais faut-il encore qu'on laisse les gens localement, en fonction de la situation qu'ils connaissent, des gens qu'ils connaissent, des gens qu'ils voient, de leurs médecins de ville
de leur hôpital quand il y a un hôpital dans la commune ou dans le territoire. Laissez les gens faire, donnez, que l'État donne des directives et que dans ces directives, tous les gens agissent. Et puis chacun prendra ses responsabilités. Ceux qui commettent des fautes seront sanctionnés parce que la responsabilité, c'est cela. Mais plutôt que de prendre ce risque-là, de compliquer cet exercice en faisant confiance, c'est compliqué de faire confiance toujours, forcément, et on a préféré prendre des décisions de manière centralisée, uniforme, à la toise, comme on dit, et avec les effets qu'on connaît. Donc c'est pas, je pense qu'il n'y a pas forcément d'infiltration, comment dire, des communistes chinois au sein de l'Union européenne, ni de connivence, mais simplement un schéma mental qui est le même, qui consiste à dire la meilleure manière de contrôler une population, c'est de décider de tout à sa place. Ça a ses limites, hein, un peu partout, même sans doute en Chine. Mhm. Et avez-vous senti l'État français étend son pouvoir et son contrôle sur le peuple durant cette crise? Oui, bien sûr. Ne serait-ce qu'en raison des décisions qu'il a prises sur le plan, enfin, par le biais d'un certain nombre de décrets ou de circulaires. Je vais prendre un exemple très simple qui m'a vraiment beaucoup inquiété. C'est une circulaire qui a été publiée par le ministère de l'Éducation nationale au mois de mai 2020, il y a donc presque un an, dans laquelle le ministre de l'Éducation nationale demande aux directeurs d'établissements scolaires de signaler aux directeurs d'établissement et aux autorités les comportements sectaires, qu'ils pourraient connaître parmi leurs élèves. Dans les comportements sectaires sont signalés les comportements qui mettent en cause la politique sanitaire du gouvernement au moment de la gestion de la crise. Et il y a un paragraphe à la fin de cette circulaire qui indique qu'il faut faire très attention aux théories complotistes, sans définir ce que c'est bien sûr, parce que, je cite, le complotisme compromet le contrôle de l'opinion publique par l'État. Alors quand on en arrive en France à imaginer dans un texte gouvernemental qu'il faudrait contrôler l'opinion publique, là je m'inquiète beaucoup. Ce n'est pas le pays dans lequel je suis né, ce n'est pas celui dans lequel j'ai envie de mourir, et donc il y a là quelque chose d'extrêmement préoccupant, une espèce de tentation totalitaire de ce pouvoir qui gouverne en vase clos, en circuit fermé, qui méprise tous les acteurs du peuple et qui effectivement essaye d'accroître progressivement son emprise sur la population. Et puis, il y a d'autres signaux. Vous savez, lorsque le président de la République lui-même, dans une conférence de presse cet automne, l'automne dernier, explique à propos de la crise il dit en substance maintenant, les débats scientifiques, ça suffit. Il ne faut plus de débat sur la science. Est-ce qu'il y a une épidémie? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que l'hydroxychloroquine sert à quelque chose ou non? Est-ce qu'il y a des traitements? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que les vaccins sont utiles? Non, tout ça, les débats, c'est terminé. Il ne faut plus de débat. La vérité scientifique du gouvernement doit s'imposer. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans quel pays occidental a-t-on connu les circonstances dans lesquelles le débat scientifique était interdit? Et on les connaît, ces circonstances, elles ne sont pas glorieuses. Elles sont même très graves. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait plus le droit de débattre? Alors, le président de la République nous demande de renoncer à faire usage de notre sens critique, de notre liberté. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'est pas français, tout simplement. Ça n'est pas européen, ça n'est pas occidental, ça n'est pas humain, de mon point de vue. Donc tout ça doit être rejeté, mais vous voyez, il y a beaucoup de signes, en réalité, de cette volonté d'emprise du pouvoir sur le peuple. Est-ce que dans ce cas-là, on peut dire c'est pas la Covid qui nous prive de notre liberté, mais c'est plutôt le gouvernement? Bien sûr. Ça repose la question très clairement de la stratégie sanitaire qui a été choisie pour traiter cette crise. Cette stratégie sanitaire, elle peut être résumée par une première intention qui est de protéger les responsables politiques contre toute forme de poursuite judiciaire un jour. La deuxième, c'est de choisir systématiquement le triptyque confinement, couvre-feu, vaccination comme seule stratégie de lutte contre l'épidémie, alors qu'il y a d'autres moyens. Je ne dis pas qu'il ne faille pas isoler les personnes qui sont malades ou celles qui sont fragiles. Je pense qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut les traiter et je pense qu'il faut laisser les médecins prescrire les traitements dont ils savent qu'ils fonctionnent. Bien entendu que peut-être il faudra vacciner des gens si le vaccin sert à quelque chose et qu'il est efficace, mais
pas employer la vaccination comme le seul moyen de combattre cette épidémie quand on voit que visiblement, ça ne fonctionne pas, qu'en plus, en France, nous n'avons pas les doses, donc cet État tout-puissant, vous voyez bien que c'est un colosse au pied d'argile, en réalité, il n'est même pas capable de commander des doses de vaccins et de les acheminer en temps et en heure dans les centres de vaccination. Enfin, ça devient grotesque. Alors que la Poste sait le faire, que l'armée sait le faire, que les Restos du Cœur savent le faire, que la Croix-Rouge sait le faire, il y a plein de gens qui savent faire. Il y a des grandes entreprises de restauration scolaire ou collective acheminent des repas chauds, froids, par centaines de milliers tous les jours. Donc, ils savent faire ça. La grande distribution alimente ses supermarchés tous les jours dans toute la France. Donc, on sait transporter les marchandises dans des conditions. Bon, l'État tout seul ne sait pas, mais c'est pas étonnant. L'État tout seul ne sait rien faire. Donc, mais on le sait depuis longtemps. Malheureusement, on est en train de le redécouvrir aujourd'hui. Donc, en réalité, bien sûr que oui. C'est le choix politique qui a été opéré à l'origine de cette crise sanitaire qui est la première cause de notre malheur. Je ne dis pas que le virus n'existe pas. Je ne dis pas que dans certains cas, il n'est pas dangereux. Je ne dis pas qu'il ne tue personne. Je dis simplement qu'il y avait d'autres façons de combattre cette épidémie et que si on avait pris un autre pied dès l'origine, nous n'en serions probablement pas là où nous en sommes. Justement, certains Français qui ont peur qu'avec un grand État, et nous finira par un système totalitaire. Écoutez, si on ne l'arrête pas, et si on ne pose pas un certain nombre de barrières ou d'obstacles devant sa marche en avant, oui, ça peut mal se terminer. Vous savez, les Français, depuis le début du mois de décembre, peuvent être fichés à raison de leurs opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. Ça n'était pas le cas jusqu'ici. Depuis le 4 décembre, 3 décrets rendent possible ce fichage qui avait été imaginé dans le courant de l'année 2008, que finalement le gouvernement avait retiré de ses projets compte tenu des oppositions qui s'étaient fait de jour à cette intention, ce qui était d'ailleurs parfaitement légitime. Mais aujourd'hui, non. Le gouvernement a repris des décrets donc, qui permettent ce fichage. Nous voyons bien les offensives, y compris gouvernementales ou du Parlement, sur la surveillance des opinions, sur la manière dont on veut réprimer la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, le fait que les opérateurs de réseaux sociaux eux-mêmes, en réalité, censurent de plus en plus tout ce qui ne va pas dans le sens de la pensée dominante. YouTube, pour ne pas le citer, suspend un certain nombre de chaînes lorsque, ces chaînes sont critiques à l'égard de la politique mondiale sanitaire dont nous avons parlé tout à l'heure. En France, le site internet et le journal France Soir sont menacés de se voir retirer l'agrément parce qu'ils sont extrêmement virulents et très critiques sur la politique sanitaire gouvernementale. Bref, tout cela converge vers cette idée qu'effectivement, s'il n'y a pas d'opposition féroce, farouche de la part des Français à ce qui est en train de se mettre en place, alors nous allons rentrer dans un monde étouffé, oui, absolument, dans lequel nous aurons le droit de travailler le jour, dormir la nuit, et nous partirons en week-end là où on nous dira qu'on peut. Quand on nous dira qu'on peut, on rentrera à 6h moins 5 chez nous tous les soirs, et puis, c'est pas une vie, ça n'est pas une vie. Et tout cela se fait dans un contexte très très difficile à percevoir, à la fois de grande exaspération, de grande lassitude des Français en général, et d'une forme de résignation, qui est une mauvaise nouvelle, et en même temps d'une forme de colère et de rage qui monte, et qui, elle, est une bonne nouvelle. Donc j'espère que la rage et la colère vont l'emporter sur la lassitude et sur la résignation. Et selon vous, quel rôle ont joué les médias grand public pendant cette crise? Beaucoup ont manqué d'esprit critique. Beaucoup ont manqué de recul. La plupart d'entre eux se sont contentés de relayer les messages gouvernementaux sans aucune espèce de distance et sans aucune espèce de mouvement critique rationnel. Enfin, il y a eu quelques confrontations de points de vue, mais elles demeurent des exceptions. La stratégie de la peur mise en place par l'État a parfaitement fonctionné, puisque à force de vous annoncer tous les soirs qu'il y a des centaines de morts la veille et des milliers de cas nouveaux, des contaminations qui galopent, vous finissez par ne plus avoir envie de sortir de chez vous. Tout ça est très naturel. Je comprends parfaitement la réaction des gens qui n'ont pas envie de tomber malade d'une maladie qui peut vous faire mourir. Enfin, tout ça est très simple. Je n'ai pas de critique à faire sur le comportement des Français qui ont choisi ce mode-là. Je les comprends très bien. Ce que je conteste, c'est que personne
ne se soient interrogés sur le fait que quand on dit des milliers de contaminations nouvelles, de quoi parle-t-on? Est-ce que c'est un bout de virus sur le bout de votre petit doigt dont vous ne vous rendrez jamais compte jusqu'à la fin de vos jours? Ou est-ce qu'il faut que vous soyez en réanimation à l'hôpital dans les 2 heures qui viennent? Et entre les deux, vous avez à peu près tous les degrés, enfin toutes les intensités, toutes les densités de contamination possibles et imaginables. Il y a des tas de gens qui sont contaminés, qui sont porteurs du virus, ils ne s'en rendront jamais compte. On n'en fait pas le décompte dans les cas de contamination qu'on dit chaque jour. Lorsque on nous parle de morts qui sont morts du Covid, j'entendais l'autre jour un médecin légiste, qui disait, moi comme médecin légiste, tant que je n'ai pas autopsié quelqu'un, je ne peux pas dire de quoi il est mort. Donc on sait qu'il y a des gens qui meurent avec le Covid, on sait que le Covid accélère certainement la disparition de personnes qui sont déjà touchées par d'autres facteurs de comorbidité. Mais de qui peut-on dire très très sérieusement ils sont morts du Covid? Premièrement, à cause du virus. Ben, on ne sait pas. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis simplement que la vérité de l'information, la responsabilité d'un gouvernement quand il s'adresse à un peuple, c'est de lui dire la vérité intégrale sur ces chiffres-là. Mais évidemment, si vous entendez demain matin, et si on découvre que sur les 20 000 nouveaux cas de contamination qu'on découvre en France hier ou avant-hier, il y en a en fait 500 qui sont graves. Il y en a 80 qui doivent être réanimés. Et vous n'allez pas fermer le pays pour 500 cas graves dans le pays et 80 réanimations. C'est une plaisanterie. Donc on va soigner ces personnes, on va tout faire ce qu'on peut pour qu'elles guérissent. Il n'y a pas d'interrogation à avoir sur ce point-là. Et vous comprenez bien que l'effet de masse, l'annonce des chiffres, en dessous du millier, on ne vous parle pas en réalité. Et bien évidemment, si vous annoncez des chiffres qui sont la réalité des cas dangereux, mortels, très dangereux, de contamination, ça va être réduit à quelques unités, voire quelques dizaines. Et pour quelques dizaines, on prend des mesures sanitaires qu'il faut, mais on ne confine pas un peuple entier et on ne soumet pas 70 millions de personnes à un couvre-feu. Ça n'a aucun sens. Donc la politique gouvernementale, le gouvernement a intérêt, pour justifier sa propre stratégie, de continuer d'alimenter les chiffres à la hausse de manière spectaculaire. C'est ça qui est contestable. Et c'est cette vérité-là à laquelle les Français n'ont pas eu accès, malheureusement, à laquelle ils n'ont pas eu droit, et c'est encore une privation de liberté supplémentaire. Et d'après votre observation, qui sont les élites qui dirigent la France? La haute administration, probablement, qui tourne en roue libre maintenant. Emmanuel Macron avait promis qu'il la réformerait en profondeur en arrivant au pouvoir, il n'en a absolument rien fait. Il l'a même alimenté et renforcé dans une large mesure. Mais en tout cas, ça n'est pas le gouvernement, c'est sûr, puisque le président de la République gouverne maintenant avec un conseil de défense et un conseil scientifique qui, paraît-il, prennent toutes les décisions. Donc c'est formidable, on ne sait pas ce qu'ils décident, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas d'ordre du jour, il n'y a pas de compte-rendu. Donc, bon, on apprend ça à la télévision d'ailleurs, ou dans les journaux le lendemain ou le surlendemain, ok. Donc ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le Parlement qui a décidé de faire carpette de manière définitive et de plus résister ni à rien ni contrôler quoi que ce soit. Et donc c'est le président de la République avec quelques personnes autour de lui, relayées par un certain nombre de hauts fonctionnaires de l'administration qui sont à l'abri de tout. Je prends comme exemple le directeur général de la santé, que nous avons beaucoup vu à la télévision l'année dernière, pour nous annoncer tous les soirs la rubrique nécrologique et le nombre de décès constatés en France jour après jour. Cet homme a été convaincu de faux en écriture publique par les 2 commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est encore en fonction au moment où nous parlons. Voilà typiquement le genre de protection et d'impunité dont jouissent quelques hauts fonctionnaires de l'administration centrale et qui sont aujourd'hui ceux qui sont responsables et qui devront un jour rendre des comptes devant le peuple français. Avec la corruption et les conflits d'intérêts des élites, le peuple se méfie de plus en plus des élites. Est-ce que vous pensez qu'il manque une conviction et une foi en politique de nos jours? On manque d'abord de confiance. Pas simplement de confiance dans les personnes qui gouvernent. Ça, malheureusement, c'est une affaire très ancienne. C'est très français, hein, par ailleurs. Vous savez, on aime bien, nous,
On aime bien nous brocarder un peu et se payer, entre guillemets, les politiques qui nous gouvernent. Ça n'est pas d'aujourd'hui, c'est une tradition française très ancienne. C'est d'ailleurs pas que français. Nous, on est particulièrement friands de cela. Ce qui manque d'abord, c'est une confiance dans les institutions. Et on comprend que les Français soient réticents à considérer que les institutions les protègent, parce qu'en réalité, on fait le constat aujourd'hui que la manière dont on les fait fonctionner ne protège de rien. Et en réalité, on ne croit plus que la solidité de nos institutions est encore protectrice pour les droits des peuples, ou le droit du peuple. C'est très dommage parce que d'abord, je pense que ça tient davantage à la manière dont on les fait vivre qu'aux institutions elles-mêmes, ce qui repose la question de la classe politique plutôt que du système politique, mais c'est comme si les Français englobaient tout ça dans une seule et même critique. Deuxièmement, je pense que on ne sait plus très bien par quel bout prendre la question. On a l'impression, quand on regarde ça d'un peu loin et un peu rapidement, d'un système qui est complètement verrouillé, complètement bloqué. Partout où vous donnez de la tête, vous vous heurtez à des murs, à des résistances terribles. Donc ça, comment réformer ce système, c'est quand même une sacrée question. Et on voit bien que, comment dire, les élections n'y suffisent pas, mais ça n'est pas très étonnant. On voit bien que le changement de personnel politique n'y suffit pas, et même que ça aggrave. Les Français ont, paraît-il, placé beaucoup d'espoir dans la majorité de M. Macron et dans le nouveau personnel politique qui arrivait aux affaires. Après 4 ans, on voit le résultat. C'est qu'on ne veut pas dire que ça soit très glorieux et très réussi. C'est même tout l'inverse. Bon. Donc je crois que c'est la détermination qui manque le plus. Et le fait d'avoir confiance dans la force collective. C'est ça, je crois, qui est le plus marquant, quelle que soit par ailleurs la conviction politique ou la philosophie politique à laquelle on se rattache. Je vais prendre un exemple pour illustrer ça. Il y a à peine un mois maintenant, on entendait dire que le reconfinement était une affaire de jours. Et que quelques jours plus tard, l'inénarrable président du conseil scientifique, M. Delfrécy, annonçait à tout le monde que le confinement, dans 3 jours, tout le monde y retournerait, etc. Et puis, a commencé à s'exprimer la colère des restaurateurs, la colère des patrons de théâtre, de musées, un certain nombre d'artistes. J'ai parlé moi-même de désobéissance civile, en donnant des arguments à ceux qui voulaient l'exercer. Le peuple français a commencé à s'exprimer un peu partout, sur les radios, dans les médias, etc., dans les réseaux sociaux, pour dire que ça suffisait. Les Hollandais, les Allemands, les Autrichiens, les Danois ont commencé à descendre dans la rue pour dire le ras-le-bol qu'ils avaient aussi de cette gestion. Et le gouvernement a reculé. Le gouvernement a reculé. La réalité, c'est ça. Le président de la République, et il faut lui donner ce crédit, a écouté ce qui se passait, a fait attention, s'est dit là, si je prononce sur confinement, la cocotte minute va exploser. Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre d'abord que la force collective de l'action rend possible le fait d'infléchir les politiques publiques et la politique du gouvernement. Donc il faut que nous nous rappelions cet épisode, il faut que nous imaginions une manière d'amplifier cette action et cette protestation publique, et plus nous serons nombreux à protester, et plus nous arriverons à faire changer les choses. Mais il faudra le faire de manière constante, de manière de plus en plus nombreuse, de manière pacifique bien sûr, il ne s'agit pas d'aller mettre le feu partout ou casser je ne sais quoi, mais moi je crois dans cette force collective, je pense que ça a du sens, et encore une fois, c'est une conviction qu'on peut partager, qu'on soit sur la droite ou sur la gauche de l'échiquier politique, ça n'est pas un problème de couleur ni de camp, c'est une question de conception de l'action politique. L'individualisme a fait des ravages dans les sociétés occidentales, et le pire des ravages, c'est de nous faire considérer potentiellement, je parle de chacune d'entre nous, qu'effectivement, désormais, on est seul au monde, qu'on entre par accident en relation avec son voisin parce qu'on est bien obligé, mais qu'on n'a pas grand-chose à faire avec lui. Ça, c'est très grave, parce que ça veut dire que ça installe potentiellement, de manière très durable, des régimes autoritaires comme ceux que nous essayons de combattre. Du coup, que proposez-vous concrètement pour sauver nos libertés, pour changer la situation ? Eh bien, écoutez, d'abord que
d'abord, je fais ce que vous me permettez de faire encore aujourd'hui, et merci, de dire que le fond du problème, c'est au fond la question de la privation de liberté. Deuxièmement, chacun d'entre nous a des missions différentes en fonction du rôle et de la mission qui sont les siens dans la société. Moi, je suis responsable d'un parti politique. Je considère que la défense des libertés devant les instances judiciaires du pays fait partie de notre mission. Et donc, à chaque fois qu'elles sont attaquées, en tout cas presque à chaque fois, je vais contester ces décisions, les décrets ou les lois devant les instances concernées. Troisièmement, je participe à un certain nombre de manifestations qui sont organisées de manière régulière. J'étais samedi dernier devant le ministère de la Santé pour contester la dictature sanitaire avec Florian Philippot. J'étais le samedi précédent, place d'Enfer Rochereau à Paris, pour contester la volonté gouvernementale de dissoudre l'association Génération Identitaire, association qui n'a rien commis d'illégal. Donc, si on commence à pouvoir avoir le droit en France de dissoudre une association simplement parce que la tête de ses dirigeants ne revient pas au gouvernement, là encore, nous entrons dans un monde qui n'est pas celui dans lequel je suis né et qui n'est pas celui dans lequel je veux continuer à vivre. Donc, il y a beaucoup d'occasions de soutenir ceux qui résistent. Il y en a beaucoup, de plus en plus de Français qui s'organisent. Il y a des collectifs citoyens, il y a des blogs, il y a des comptes de réseaux sociaux, il y a des tas de choses qui sont en train de se passer aujourd'hui et qui sont autant de caisses de résonance et d'amplificateurs de cette colère du peuple qui monte. Et je pense qu'il faut que les Français s'agrègent à ces mouvements, disent qu'ils ne sont pas d'accord, protestent, participent à ces protestations. Ensuite, je comprends qu'ils aient des contraintes. Je comprends par ailleurs qu'ils veuillent rentrer à 6 heures chez eux parce qu'ils ne veulent pas payer une amende de 135 € pour être pris dans la rue. Je respecte ça. Je n'ai pas de jugement à porter sur ce genre de comportement. Mais même entre 8 heures du matin et 6 heures du soir, il y a beaucoup de choses à faire. Et même quand on est rentré chez soi, on peut continuer de dire qu'on n'est pas d'accord avec ce système-là. Donc vraiment, j'espère que les Français vont petit à petit se réveiller, se regrouper et arriver à pousser ce gouvernement malfaisant dehors. J'espère qu'il faudra attendre malheureusement 2022, donc encore un an. Si on pouvait le faire avant, ce serait très bien. Et avant de conclure notre interview, quel est votre message pour les Français qui veulent lutter pour leur liberté? Ne renoncez jamais. Ne considérez jamais que c'est perdu. Ne considérez pas que vous êtes tout seul. Nous sommes très nombreux. Il faut simplement que nous arrivions à coordonner les différentes actions que nous menons. Mais très franchement, même si nous subissons beaucoup de choses en ce moment qui sont très désagréables, il y a beaucoup de voies d'espoir et l'épisode que je racontais tout à l'heure de non-reconfinement, si je peux dire les choses ainsi, montre que lorsque les Français sont collectivement déterminés à atteindre un but, il n'y a pas grand-chose qui peut les arrêter. Voilà, nous avons beaucoup de possibilités devant nous, à nous de les mettre en œuvre et d'agir ensemble, collectivement, c'est ça qui compte. Merci beaucoup, Monsieur Poisson. Merci infiniment.